et ça s'arrête là. Tous les jours j'en Alors, mange. traditionnellement, repas du réveillon, on va vous parler des mets, on va vous parler des vins. Et puis, alors, il y a un grand oublié, c'est le pain. Et ben c'est terminé. Grâce à Loïc, on a réparé ça. Regardez, vous nous avez amené du bon pain. Ah ben oui, alors l'idée c'est que je me suis intéressé au pain parce que c'est un incontournable de notre pain. On a tendance à le prendre à la dernière minute comme ça à la va-vite et pas du tout. L'idée c'est de choisir son pain parce que il y a des pains des pains spéciaux, des pains avec là par exemple, regardez toute la variété de pains que nous avons. Oui. Alors là, il y a de ce côté, il y a le céréal fruits secs, là on a le figue châtaigne, regardez qui est ici, le noix raisin pistache. Et alors tous ces pains, on va pouvoir les accommoder certains avec le foie gras, certains avec une touche plus iodée pour les huîtres par exemple. Et on va éviter d'avoir un pain blanc qu'on a peut-être trop produit. Après la guerre, on s'est mis à faire du pain blanc. C'est-à-dire qu'il fallait que le pain soit très blanc, on le faisait lever très vite. Ouais. Et là, de petit à petit, les boulangers se mettent à prendre un peu plus de temps, à prendre du temps pour le pain et surtout à choisir leur blé aussi, leur farine. Et là, nous sommes allés en Auvergne, à Loubera. Regardez, on est dans les Combrailles, on est dans le Puy-de-Dôme. Et l'idée là-bas, c'est que Pierre Nourry, il est meilleur ouvrier de France et il produit lui-même, enfin il fait produire lui-même ses farines avec un minotier, avec ses agriculteurs autour de lui. D'accord, directement. Et justement, on est allé le voir parce que c'est un créateur du pain. Regardez. Là, on est dans le Puy-de-Dôme, dans les Combrailles, et mon petit doigt m'a dit que avec ce pain, vous voyagez dans le monde entier, vous? Tout à fait. En Chine, au Japon, à Taïwan, en Algérie et prochainement au Pérou. Alors c'est toujours de la farine auvergnate, hein? Pas toujours. Pas toujours. La farine, il y en a dans tous les pays et c'est universel. Juste pour vous dire quand même, monsieur est champion d'Europe, oui. Vice-champion du monde. Du monde. Donc c'est un haut gradé de la boulangerie, votre mari. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Donc le principe, on boule, on laisse poser et après, on ouvre la couronne. Et alors là, quand même, on peut se dire qu'il y a un peu la signature du boulanger, là, aussi. Aussi. Tu vois, il y a un moulin. Il n'y a pas un moulin dans tous les fournils. Ben, c'est la base de notre métier. Là, on travaille en direct avec des agriculteurs. Qui vous cultivent des céréales juste pour vous. Il y en a un qui en cultive une. Oui, que pour vous? Que pour moi, oui. Donc nous, on travaille sur une base de 24 heures minimum de fermentation sur tous nos pains. Ça va lui donner un parfum, des arômes, une croûte, on va dire, assez épaisse, avec une mie faite encore un petit peu plus jaune que d'habitude. Les pains à croûte se conservent mieux. Ça veut dire qu'aussi on va avoir un pain plus digeste ou pas? Plus digeste, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire pendant que moi je me repose, on n'a pas de travail. D'accord. Voilà, tout simplement. Ah, c'est pas mal ça. Là, j'ai l'impression que le triporteur est dans la farine. Le triporteur est dans la farine. Il est chez le meunier à Saint-Rémy-de-Chargnac près d'Issoire. C'est une chronique militante. Pourquoi on va chez le boulanger pour les fêtes? On a plein de raisons. On a le pain de seigle pour aller avec les fruits de mer, les huîtres. On a le pain au levain pour aller avec le foie gras associé avec le figue châtaigne. L'intérêt de celui-là, c'est d'avoir mis des châtaignes entières pour amener une petite touche sucrée. Hein, pour le foie gras, je déconseille fortement le pain de mie. C'est pour ça que je conseille soit le figue châtaigne, soit le multicéréales aux fruits. Là, il y a deux spécialités de Noël quand même. Tout à fait. C'est le grand écart là, hein. Le sud et le nord-est. Donc là, c'est le Stollen. C'est une base de brioche avec des fruits secs mais qui sont macérés dans du rhum. C'est une recette d'Alsacien. Ça, c'est le panettone. Tu peux le sentir, tu vois. On sent les arômes de vanille, de miel. Le panettone, on va dire, est parfait. Ah oui, parce que vous êtes aussi imitateur, c'est ça? Je souhaite une merveilleuse année 2017 à tous mes compatriotes. Et bonne année à vous. Et mangez du pain. Au revoir. Et mangez du pain.
Dites donc, monsieur, qu'est-ce que c'est? On fait pédaler les meilleurs ouvriers de France? Oui, Hein? écoutez. Mais non, mais il était chez lui, il connaissait la route. Vous savez, sinon, il faut sortir le GPS, tout ça, c'est compliqué, donc voilà. Non, mais- Une information très précise. Vous êtes nombreux peut-être à aller tartiner votre foie gras sur du pain de mie. Alors vous dites non, non. Ah oui, c'est alors pas- là, Pierre Nourri, vous allez l'énerver, hein, parce que là, à Loubera, pas de pain de mie pour le foie gras. Il va plutôt prendre justement un petit figue châtaigne, où là, vous allez retrouver des petits bouts de châtaigne, des petits bouts de figue. Au lieu de mettre un chutney qui va couvrir aussi le foie Ouais. gras, bah là, vous prenez un pain où il y a déjà un petit peu de figue, un petit peu de fruits secs et sucrés, et là, vous allez relever tout ça. Voilà. Magnifique. Bon, Pierre bon, Nourri moi- à Loubera, en Auvergne, dans les Combrailles. Voilà. Si vous passez par là. hein. Oui, voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, le jardin avec Philippe Collignon. On vous en a parlé, le centre de la table. Vous allez le décorer avec du tissu, avec vos vaisselles, etc. Peut-être. Mais si vous rajoutez la petite touche florale, alors là, ça va être de la magie. Pour le réveillon de cette nouvelle année, on va bousculer un peu les codes couleurs. Le rouge vire au bleu paillette, histoire de voyager au cœur de la Russie. Un centre de table simple et chic. Une base de feuillage qui accueille des têtes d'hortensia qui font le show. Cette année, j'ai décidé d'avoir un jour de l'an un peu russe. Conserver des couleurs blanc, argent et bleu, donner un côté scintillant, de simplicité, des branchages de pin. Pour réaliser ce chemin de table, vous aurez besoin d'une essence de conifères floqués ou givrés, de fils de fer dans les verres pour être discret, des fruits de saison et des fleurs de neige. Je me suis amusé à faire un chemin de table avec des branches de pin enneigées. Donc c'est légèrement floqué et je les ai noués ensemble pour créer une guirlande. Le tout repose sur la discrétion de cette colonne vertébrale. Elle est visible au départ, mais très vite, la mise en scène florale et lumineuse va la faire disparaître. Seules quelques branches seront visibles. Ensuite, j'ai associé des baies de viburnum bleu parce que le bleu du viburnum est vraiment scintillant et joli. Et c'est une baie qui reste bien sans eau, sans aucun problème. Ces baies bleues tiennent très longtemps. Vous pouvez aussi les remplacer par des fruits de l'arbre bonbon que l'on appelle calicarpa, de houx, de cotoneaster ou des baies de bambou sacré. On peut aussi bomber en plus des baies plus claires. Et j'ai des hortensias bleues teintées, trempées dans des bains, qui ensuite sont recouverts de légèrement de paillettes et que je dispose, que je noue à différentes tailles pour avoir différents volumes. J'associe à cela des boules de gypsophile. On a l'habitude de le voir dans les bouquets de façon classique. Je recrée des boules de gypsophile uniquement, de différents volumes. On s'amuse à faire des tout petits bouquets et l'effet est complètement différent, ça donne un côté enneigé. Les gypsophiles sont des plantes rustiques et peu exigeantes. Tolérantes au calcaire, résistantes à la sécheresse, elles ont leur place dans les jardins secs. Pour lier l'ensemble, n'hésitez pas à acheter de la neige inifugée et de saupoudrer la composition comme le maître du temps. C'est vraiment la simplicité avant tout, l'élégance, le raffinement, beaucoup de scintillement, beaucoup de bougies pour un réveillon merveilleux. Le bleu est symbolique en Russie, il servait à désigner le sang bleu, le sang noble, l'appartenance à l'aristocratie. Puis dans les années 60, le bleu clair a été assimilé au romantisme aventurier de la conquête du Grand Nord. Joli réveillon pour cette nouvelle année. Là, vous avez une belle table. hein. Après, on ne sait pas où est-ce que vous allez mettre vos vivres, mais bon, ça, c'est pas notre problème. Ah, si. Alors, si je vous fais ça, je chante ma veste. Ah, vous êtes Vous avez gaucher. deviné Oui, Ça, c'est un Oui, geste oui. de gaucher, ça. C'est un geste de gaucher. On va vous parler de la NBA. Oui, là pour commencer, on va commencer avec la Pro A. C'est notre champion de basket D'accord. à nous, avec le club de Monaco qui est toujours leader de la Pro A. Ça se passe très bien pour le club monégasque. Hier encore face à Orléans. On va regarder les images avec la large victoire des joueurs monégasques, 86-61 face à Orléans. Les monégasques plus adroits, plus rapides, vont compter 20 points d'avance à la mi-temps. Alors, Monaco, c'est pas forcément une place forte Oui. de la Pro A. On sait qu'il y a de très bons joueurs qui y sont passés. Pour autant, c'est pas Limoges ou Pau Orthez. Sauf qu'il y a un richissime homme d'affaires ukrainien qui a repris l'équipe il y a 5 ans. L'équipe dispose du 3e budget du championnat, plus de 6 millions d'euros. Et en sport, l'argent fait souvent le bonheur. Monaco est leader de la Pro A devant Chalon-sur-Saône et Nanterre. Une image étonnante. Là, c'est le championnat américain. Avec Qu'est-ce qu'il fait? voilà, ce joueur de Houston qui tire ses lancers francs à l'ancienne, à la cuillère.
Voilà. Alors ça rentre, hein. Hier il a fait 2 sur 2 face à Phoenix. Ses coéquipiers se sont bien marrés sur le banc. Ce joueur c'est Shinano C'était à limite Onoaku. comme le 6, hein. On faisait avec le 6. Au début, quand on apprend, on fait un 6 comme ça. Il a 19 ans, c'était son premier match. Mais si ça rentre, Bah, ça me Si rappelle ça rentre, le on va service pas- de Chang, on va pas Roland le lui Garros, reprocher. où ils servent à la cuillère et puis bam, c'était, je sais plus, une balle de match. Hein, c'était à Roland Garros face à Lendl, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Magnifique, et c'est passé, bravo. Maintenant, c'est la saison, donc on part tout chousse. Oui, du ski avec les images du sourire d'une Française, on va la découvrir. Vous la connaissez bien, Thomas, du reste, Tessa Worley, qui a pris hier la 2e place du slalom géant en Autriche. Alors, c'est son 3e podium en 3 courses à la skieuse du Grand Bornand. On peut le dire, elle est en pleine confiance. Hier, seule l'américaine Schifrin a été la plus rapide dans l'exercice. À noter, Thomas, dans cette course, la lourde chute, on va la découvrir dans l'aire d'arrivée de la skieuse suédoise Maria Pietilä-Holner. La boulette. Très Ah dur, oui. très dur. Oh là là. Sur le ralenti, ça fait encore plus mal. La skieuse va se relever. Pour autant, le ligament est touché. Au moins 6 semaines d'absence. Il n'est pas sûr qu'elle soit aux mondiaux qui se déroulent à Saint-Moritz du 6 au 19 février prochain. Elle a découpé la piste, mais elle a découpé la porte en même temps. Et puis on termine avec des nouvelles un petit peu du Vendée Globe. Hein. C'est ça, 2 images de voile. La première concerne le Vendée Globe. On sait qu'Armel Lecléache est toujours leader. Ah Il bon compte près. Parce que je sais pas, justement, on disait oui, Il est toujours peut-être, leader, peut-être même pas. si le Gallois Alex Thompson a refait un petit peu de son retard, il est toujours leader, Lecléache, avec 500 km d'avance environ sur les Gallois. Nous, on s'intéresse à Stéphane Le Djérezan. Stéphane Le Djérezan qui a dû abandonner il y a quelques jours suite à la casse de son mât. Depuis, le marin français tente de rallier l'Australie comme il peut, en utilisant notamment le moteur à bord de son bateau, sauf qu'il commençait à manquer de gasoil. Et regardez, il a reçu une livraison de 200 litres grâce au cargo que l'on a aperçu. 200 litres à un prix défiant toute concurrence, puisque le cargo les lui a offert gracieusement. Gratuitement. C'est pas mal. Et puis, pour terminer, la course Sydney-Hobart, c'est une course célèbre qui démarre chaque 26 décembre. Elle a été remportée par le super maxi australien Perpetual Loyal, skippé par Anthony Bell, avec un record à la clé. 1 jour, 13h31 minutes pour effectuer un peu moins de 1200 km. Vous parlez en kilomètres, dites donc, on va se retrouver des... Mais oui, mais sinon on a du mal à... Les milles nautiques, normalement, non? Ah oui, Bah les oui, gens mais ne savent après, pas. on- Ah bah oui, oui. D'accord. Même vous, Thomas, je suis sûr que vous vous dites, attendez, à quoi ça correspond? Normalement, Mais non. c'est vrai que pour les En bon puristes, breton, moi, je connais le mille nautique. Mais effectivement, vous avez raison, on parle en kilomètres. Merci en tout cas pour ces infos très vite. Et on va continuer, nous, avec l'actualité de l'emploi. Pourquoi? Sophie Pignal s'est intéressée aux jeunes diplômés, qu'on a tous été à un moment donné. Et alors, le jeune diplômé, il est dans le doute. Que va-t-il faire avec ces beaux diplômes? Quel travail va-t-il trouver? Eh bien, heureusement, il y a une très bonne idée. Ça s'appelle le Café de l'avenir. Nous sommes ici au foyer de la Madeleine, juste en dessous de l'église de la Madeleine. Et ce soir, le foyer de la Madeleine accueille le Café de l'avenir pour des rencontres entre jeunes diplômés à la recherche d'un emploi et cadres en activité. C'est pas un café, mais on y parle d'avenir. C'est une association qui s'est donnée pour vocation d'accompagner les jeunes diplômés dans la recherche de leur premier emploi. Je suis jeune diplômée en marketing international et donc j'ai été diplômée il y a peu et c'est ma première session. J'aimerais devenir à terme animateur radio. Je cherche à ce qu'on m'aiguille justement dans mon projet qui est très ambitieux. On constitue un binôme entre un accompagnateur, une accompagnatrice et un jeune ou une jeune diplômée. Ils vont se rencontrer une première fois lors d'une séance mensuelle. Pendant 1 heure, ils vont faire connaissance et ensuite ils vont continuer à travailler ensemble, se revoir, se parler, échanger. N'hésitez pas à vous mettre en avant, il faut oser être vous-même. C'est important de transmettre mon expertise parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui sont en recherche d'emploi n'ont pas les clés qui sont indispensables à réussir un entretien de recrutement. Je t'appelle Sergueï, tu parles russe, ça va plaire. Et tout de suite, tu devrais cibler dans les prochains jours des entreprises russes ou en tout cas qui ont besoin dans leur développement humain de profils qui parlent russe. J'ai également été jeune et j'ai eu des difficultés. J'aurais bien voulu à l'époque que des professionnels s'adressent à moi et me donnent un peu de leur temps.
Même avec un diplôme, les jeunes ont du mal à décrocher ne serait-ce qu'un entretien. Ici, ils sont accompagnés et peuvent même participer à des ateliers de recherche d'emploi. Comment on fait pour avoir un réseau quand on a 24, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 1, 0 ? J'ai monté un atelier de coaching pour aider les jeunes diplômés. Il faut que votre projet, vous le viviez totalement. Vous allez cartographier tous les grands acteurs de ce secteur. Tous. En tout cas, tous ceux qui vous intéressent, en fonction des pays qui vous intéressent. Chercheur d'emploi, c'est un vrai métier aujourd'hui. Et force est de constater que les jeunes générations ne sont pas préparées, notamment avec le frein technologique à la relation humaine dans la recherche d'emploi. Vous devez savoir, vous devez être informé sur tout ce qui se passe dans ces univers-là. Les marchés qu'ils ont remportés, les offres qu'ils ont sur le marché, qui sont les personnes qui bougent, quels sont les décideurs qui ont changé, qui est, puisqu'on parlait de marketing, qui est le directeur marketing qui a pris ses fonctions. Je les prépare à l'entretien, à préparer aussi en amont leur projet professionnel, je leur apprends à faire du réseau et je leur apprends surtout que le temps humain est plus précieux que le temps technologique. Pour participer aux sessions proposées par le Café de l'Avenir, qui ont lieu une fois par mois le lundi, il suffit de s'inscrire. Voici les coordonnées de leur site internet. Entre le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau, un culte. Madagascar. Bon, Madagascar, on se dit qu'on connaît, et en fait, pas du tout. On ne connaît pas Madagascar. On croit connaître Madagascar, mais grâce à notre partenaire Géo et à Marie-Mame Gioglou, eh bien, on va découvrir une île au trésor insoupçonnée. Oui, c'est ça, c'est une île au trésor, une île avec des richesses et des ressources naturelles extrêmement importantes. Ça va vraiment des épices aux pierres précieuses, le cacao par exemple, qui a une qualité exceptionnelle et un des produits, comment dire, un des meilleurs au monde. La vanille aussi, c'est 85% de la production mondiale. Vous voyez, donc on est vraiment sur des ressources naturelles extrêmement importantes. Ouais. Et c'est un véritable paradoxe parce que Madagascar est considéré comme le 5e pays le plus pauvre au monde. Malgré ses ressources. Malgré ses ressources, donc c'est vraiment un petit paradis qui est surexploité, qui est mal géré. Le gouvernement est totalement inactif. Il y a évidemment des trafics, de la corruption. Il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a des ressources minières également qui sont estimées à 800 milliards de dollars, ce qui pourrait évidemment faire énormément de bien au pays. Eh bien là, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi. La seule loi qui règne, c'est premier arrivé, premier servi. C'est un véritable gâchis. Explication, regardez. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Madagascar, surnommée l'île rouge, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus riches. Épices rares, pierres précieuses, fruits exotiques, son potentiel est considérable et les retombées économiques importantes. Les richesses de ce pays, elles sont liées à cette situation très particulière d'une île très grande. C'est 1,5 fois la France, Madagascar. Et donc, il y a des richesses agricoles, des richesses naturelles en termes de biodiversité, diversité minière. Le sous-sol est riche, c'est connu. Diversité aussi des paysages, diversité des situations qui pourraient donner lieu, par exemple, à un tourisme tout à fait florissant. Madagascar, c'est au départ surtout un grand producteur de riz. L'alimentation de base de la plus grande majorité de la population, c'est le riz. Après, il y a la vanille en particulier, le cacao, le girofle, le poivre sauvage, également l'ilang-ilang. 90% de la population vit en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Ces 24 millions de personnes se battent quotidiennement pour survivre et se nourrir au moins une fois dans la journée. Madagascar reste pauvre. Je pense que c'est essentiellement une question de répartition du revenu de l'agriculture en particulier, mais aussi d'activités comme les activités minières qui sont confiées à des opérateurs qui ne remplissent pas toujours un rôle de répartition de la richesse au niveau des producteurs eux-mêmes qui sont très livrés à eux-mêmes, très isolés, très désemparés, en face de circuits commerciaux dont ils ignorent beaucoup de choses, qu'ils ne maîtrisent pas. Trafic illégal, commerce illicite, le peuple malgache a été dépouillé de ses richesses naturelles d'une valeur de 10 milliards de dollars depuis ces 15 dernières années. Après, une des autres questions importantes, c'est le niveau général d'éducation de la population.
Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été dans des systèmes scolaires, donc ça suppose de prendre en compte aussi les spécificités de ces populations locales qui, dans certains cas, sont restées relativement isolées et ne fonctionnent pas tout à fait de la façon dont on l'imagine. Madagascar figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Constat alarmant d'une situation qui s'est encore dégradée ces dernières années. La lutte contre la corruption semble être teintée de beaux discours. Il ne reste plus qu'à espérer un nouvel élan. Pour compléter aux informations, un livre du rédacteur en chef du magazine Géo. Oui, La beauté sauvera le monde. C'est un regard, on va dire, plein d'espoir sur notre planète, avec des commentaires très pertinents de Éric Meyer, qui est le rédacteur en chef de Géo, et qui a fait ça donc avec Thierry Suzan, qui est photographe et grand reporter. Donc c'est un livre que vous pouvez acheter donc, chez votre marchand de journaux. Kiosque, voilà. Merci avec Frédéric Jean, c'est parti. Avec la France. Oui, la France est-elle un pays où les lois sont piétinées, où les règlements, les principes, voire la morale tout simplement n'ont pas grande valeur? C'est un peu la question que se pose la presse de ce matin sur différents sujets. D'abord l'affaire Auchan, vous savez, elle est en couverture de Libération, vous savez qu'on en parle depuis hier. Une caissière d'un supermarché Auchan de Tourcoing a fait une fausse couche à son poste de travail, à force, dit-elle, de ne pas être entendue par la direction qui n'aurait pas voulu considérer son état. Alors il ne s'agit pas de revenir tellement sur cette affaire-là. Libération revient sur le sort des caissières en général. Nous avons en France un droit du travail très protecteur. Pourtant, est-ce qu'on se rend bien compte des conditions de travail dans certains secteurs, en l'occurrence ici les supermarchés? Certains magasins seraient, je cite, un laboratoire du pire avec un régime de terreur organisé par des petits chefs, des sanctions et des brimades. Libération a interrogé des caissières et aussi l'inspection du travail sous couvert d'anonymat. Les employés sont à flux tendu, il n'y a plus aucun moment de calme. Dès qu'il y a un peu moins de clients, les caissières doivent fermer la caisse pour aller aider dans les rayons. Les absences des salariés malades ne seraient pas remplacées, les plannings sont modifiés tout le temps. Les caissières n'arrivent pas à faire garder leurs enfants à cause de ces horaires qui changent tout le temps. Le journal a même beaucoup de mal à trouver des témoignages parce que les caissières ont peur. Si l'une parle, même sans donner son nom, elle risque de se faire retrouver, d'être mal vue, peut-être de perdre son boulot. Un délégué syndical raconte les pauses de seulement 3 minutes par heure. Un jour, une caissière avait une gastro, explique-t-il. Elle a dû s'absenter quelques instants. On lui a décompté ces quelques minutes de son salaire. Impossible d'aller faire pipi ou de se changer si on a ces règles. Les caméras qui sont censées éviter les vols serviraient aussi en fait à surveiller les caissières. De plus en plus d'entre elles sont sous médicaments. Voyez ce titre, pour tenir le coup. Dans le cas des caisses automatiques, une seule employée doit surveiller jusqu'à 14 caisses en même temps. C'est à devenir fou. Voilà comment ça se passe aujourd'hui dans un pays où il est censé y avoir pourtant des lois qui protègent les salariés. Dossier absolument édifiant dans Libération. Autre cas où la France semble avoir un problème avec les lois, cette fois c'est dans le Figaro qui se pose la question des déboutés du droit d'asile. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile en France dont la demande est refusée. Or, que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, pour 9 sur 10, écrit le journal, même ceux qui n'ont pas droit à l'asile, qui sont déboutés, resteront finalement en France, en toute illégalité donc, parce que les procédures traînent, parce que l'administration n'a pas les moyens humains de procéder aux expulsions. Et le résultat, écrit le Figaro, eh bien c'est une immigration illégale et pourtant parfaitement tolérée dans les faits. Apparemment, on est un peu les spécialistes de ça en France, je vous le disais. La loi dit une chose, mais finalement, on laisse la réalité être tout autre. Voyez par exemple cet autre article qui nous parle du cannabis. Partout en France, on sait très bien qu'il est très facile de se procurer du cannabis. Libération estime que les Américains sont plus intelligents que nous puisqu'ils ont fini aux États-Unis par mettre la loi en adéquation avec la pratique pour une petite consommation. Considérant que le cannabis n'est pas forcément plus dangereux à petite dose que l'alcool ou le tabac, eh bien les Américains ont décidé de légaliser. En plus, ça rapporte des taxes, plus de 6 milliards cette année, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Désormais, vous voyez... Non, il y avait une carte, bon, c'est pas grave. 30 des 50 États américains ont légalisé la marijuana, alors qu'en France, nous avons une législation... Voilà la carte. Voilà, c'est ça. Nous avons une des législations en France les plus répressives et aussi l'une des plus inappliquées. C'est totalement stupide, mais c'est comme ça. Je termine heureusement par un cas où, pour une fois, la pratique commence à se mettre en adéquation avec les règlements. Vous vous souvenez bien sûr des scandales du diesel avec les normes anti-pollution absolument pas respectées. Eh bien, les Échos nous apprennent que les Français commencent à en tenir compte. Les acheteurs de voitures boudent de plus en plus le diesel, chute extraordinaire des ventes de diesel. Désormais, ça n'est plus qu'un tiers des voitures neuves contre 2 tiers il y a quelques années. Donc vraiment, c'est une chute très forte. L'électrique, vous avez vu une Zoé électrique sur la photo, c'est de chez Renault. Elle commence même à décoller, cette solution électrique, plus 27% cette année. Article à lire dans les Échos. Et ça, c'est plutôt encourageant. Merci beaucoup. Mais tout de suite, eh bien, c'est l'heure des 4 vérités avec Caroline Roux. Bonjour. Bonjour, et je reçois ce matin Alain
Alexandre Jardin, écrivain, cinéaste, mais aussi candidat à la présidentielle sous les couleurs du mouvement Les Citoyens, avec une ambition de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui font et ne pas laisser la France à l'extrême droite. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais dans le dernier classement du JDD, Marine Le Pen est présentée comme la politique préférée des Français. Préférée, les mots ont un sens. Ça veut dire quoi? Qu'elle a réussi son coup à se rendre acceptable? Ça veut dire qu'il y a en France un besoin de révolte. Qu'il y a une révolte sourde à l'intérieur du pays, que pour l'instant, elle n'a pas eu d'autre issue que l'offre des extrêmes. Que pour l'instant, tout le monde sait très bien que voter pour les partis que l'on connaît, pour les gens que l'on connaît, ça représente un risque considérable pour toutes les professions, pour les infirmières, pour les profs, que le centralisme français. Et alors ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas eu d'autre offre jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on a monté Les Citoyens. Ça veut dire qu'elle est candidate d'une colère uniquement, Marine Le Pen. C'est pas un vote d'adhésion pour un projet. Mais cette colère est énorme. Les gens qui nous écoutent là, ils sont infirmières, ils sont profs, ils sont chômeurs, on a un tiers du peuple aujourd'hui qui vit dans nos territoires ruraux, qui sont jettent constamment au téléphone les maires. Ils sont dans une révolte absolument inouïe. Parce que le révolte contre quoi? Contre un système centralisé où la décision est lointaine. Elle est prise à Paris, elle est prise... Et même quand vous habitez Paris, je marchais juste avant devant un hôpital, les infirmières de cet hôpital dépendent de décisions d'une administration centrale. Donc, on propose un changement de méthode sécurisant avec les citoyens, profondément sécurisant, qui est de faire redescendre la décision au niveau de nos territoires, de nos communes, de nos bassins de vie, et puis donner le pouvoir aux citoyens, aux gens qui nous écoutent. Il faut qu'on reprenne le contrôle de nos vies. Je reviens à la colère. Vous dites qu'il y a une colère dans ce pays. C'est ce que dit aussi Marine Le Pen. Vous dites, nous sommes les candidats des citoyens. Oui. Les citoyens, voilà comment s'appelle votre mouvement. Elle dit, je suis la candidate du peuple. C'est quoi la différence? Alors, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut mettre un terme à ce pouvoir centralisé, à cette décision lointaine qui nous échappe. Donc on veut redescendre au niveau des territoires et non pas cette folie centralisatrice qui ne fonctionne pas, qui fout tout le monde en colère, qui est complètement hors sol, avec des processus de décision qui n'impliquent pas les gens. C'est une histoire d'organisation? Mais c'est comment la décision se prend à l'intérieur du pays. Et puis le rôle du citoyen. Pour nous, c'est fondamental. On n'est absolument pas pour un système autoritaire, mais un système collaboratif. C'est-à-dire qu'on veut que profession par profession, les gens co-construisent le comment on fait. Il y a plein de profs qui nous écoutent. Ils savent tous très bien que la réforme du collège leur est tombée dessus. Ils étaient tous contre. Et pourtant, ça a été imposé par Paris. Donc, les citoyens, c'est vous reprenez le pouvoir, vous, là, les gens qui nous écoutent. Les territoires ruraux reprennent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fracture numérique rend tout le monde fou dans les territoires ruraux. Il y a quelque temps, j'étais dans un village, j'ai voulu passer par Facebook. Il n'y avait pas de réseau 3G, alors que le maire se bat. Ce qui veut dire qu'on n'investit pas dans nos territoires. Alexandre Jardin, la Maison des Citoyens est née d'une colère, on l'entend ce matin, elle est toujours là. C'était en septembre, une colère positive qui doit déboucher sur une révolution positive, c'est ce que vous dites. Vous êtes déclaré à la présidentielle. Bien sûr. Ça a changé quoi? Ça a tout accéléré. Parce que nous savons bien qu'on va se retrouver dans 5 mois devant une décision. Est-ce qu'on court le risque considérable, de recommencer avec les partis que l'on connaît? Est-ce qu'on court le risque considérable d'entrer dans des logiques d'affrontement avec les extrêmes? Ou est-ce qu'on entre dans un processus sécurisant, maîtrisé, de transformation de la décision dans notre pays, en passant par en bas, par nos communes, nos territoires? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on fait le pari de l'expérience plutôt que de la théorie? Est-ce qu'on est prêt à donner du pouvoir aux gens qui font? Alors moi, ça fait 3 ans, et maintenant 17 ans que je suis un militant associatif, mais ça fait 3 ans que je réunis ceux que j'appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui ont des solutions. Est-ce qu'il est risqué de donner du pouvoir aux gens qui savent remettre au travail, qui savent régler nos problèmes de transport, aux gens légitimes par leur action? Personne ne peut mettre en doute, comme vous le rappelez, votre engagement, vos convictions. Non. La difficulté, c'est que la présidentielle, c'est pas rien. C'est une bataille difficile. C'est une bataille où il y a des personnalités qui sont engagées, qui ont derrière eux des partis, des structures, des élus, des réseaux et qui ont les parrainages nécessaires. Où est-ce que vous en êtes? Parce qu'il suffit pas de dire je serai candidat à la présidentielle. Non, bien sûr. Il faut y arriver. Vous en êtes où? Eh bien, c'est très simple.
J'ai en permanence au téléphone des maires ruraux, des présidents d'associations départementales de maires ruraux, qui sont parfaitement conscients qu'ils sont les grands perdants de notre système centralisé. Et je lance un appel à tous les gens qui nous écoutent. Faites votre part. Allez voir les maires de vos communes pour que ce soit une candidature réellement citoyenne, pas celle d'Alexandre Jardin, mais celle d'un mouvement citoyen. Vous devez faire votre part. Donc allez voir vos maires des petites communes qui ne sont pas contrôlées par les partis, qui sont encore libres, et demandez-leur d'apporter leur parrainage. Vous devez faire votre part. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur d'aller les chercher, les parrainages des maires? Non, c'est pas ça. C'est que ça a du sens. Ça a du sens, je ne fais pas des petits déjeuners avec la finance de Londres ou de Paris pour obtenir des chèques de 7 500 en payant des gens pour le faire. Ça, c'est Emmanuel Macron? Oui, mais les autres ont des financements publics. Je dis simplement que nous devons être acteurs. Ou bien dans 5 mois, on aura ce qu'on mérite. Il y a tout un tas de candidats qui s'appuient sur ces mouvements de citoyens, qui disent, comme Emmanuel Macron, ce programme-là, mon programme, je l'ai construit avec les citoyens, j'ai monté des plateformes, etc. En quoi votre démarche, elle est si singulière et en quoi la leur est peut-être, j'allais dire, une question de posture? Oui. C'est ça? Je crois que la vérité de qui vous êtes, de votre mode de vie, est plus parlante qu'autre chose. Ça fait des années que je me bats avec les gens, avec les maires ruraux, avec les territoires, pour implanter des programmes. Donc tous ces gens savent que c'est vrai. Mais si vous allez sur lescitoyens1.fr, vous allez voir, il y a 12 pages de programmes cadres, et dans quelques jours, vous allez pouvoir participer à la définition du cœur de notre programme, qui sont le rétablissement des minimums. Qu'est-ce qui, pour vous, est minimum? Est-ce qu'il faut avoir une maternité à moins de 30 minutes? Est-ce qu'il faut que tout enfant sache lire à la sortie du CP, etc. Ce n'est pas au président de définir ces minimums, c'est d'organiser le débat pour que les citoyens définissent eux-mêmes. Là, votre programme, il est bouclé? Non, c'est un programme cadre. Donc, dans quelques jours, vous allez sur lescitoyens1.fr, vous allez pouvoir participer, être acteur. C'est-à-dire le contraire de « je sais tout à votre place ». Ça suffit, ces trucs-là. Imaginons que vous n'y arrivez pas, Alexandre Jardin, à réunir les signatures, qu'est-ce qui se passe? J'ai une absolue confiance dans les gens de mon pays. Les gens qui nous regardent veulent retourner la table, mais ce sont des gens bien. Je veux dire, on peut avoir envie de retourner la table et être profondément bienveillant. Et ils vont faire leur part. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. C'est à vous, Thomas. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crache. Quand je crache, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Vous le savez, en France, l'obésité, le surpoids est un problème de santé publique. Mais avant d'entamer votre régime, il va falloir ouvrir votre armoire à pharmacie parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets secondaires sur le poids. Effectivement, si vous avez l'impression de prendre du poids sans avoir fait d'excès, sans comprendre pourquoi et que vous prenez des médicaments, ça vaut le coup d'en parler à votre médecin parce que certains médicaments, certes, soignent, mais peuvent avoir des effets secondaires. Et parmi les effets secondaires, il y en a un qui est assez peu connu, c'est la prise de poids. Certains médicaments peuvent faire prendre juste peut-être 1, 2, 3 kilos, mais d'autres peuvent faire prendre une dizaine de kilos, voire plus. Oui. Une dizaine de kilos? Oui, effectivement, il y a certains médicaments qui font prendre du poids. Alors la liste est longue, il y en a beaucoup. Il y a les pilules contraceptives, enfin certaines pilules contraceptives, certains antidépresseurs, certains médicaments contre des maladies cardiaques. Il y a aussi la cortisone, ça on le sait, c'est connu. Alors, par quel mécanisme ces médicaments font-ils grossir et puis dans quelle proportion? Un pharmacien a écrit un livre sur les médicaments et en même temps, il dénonce cet effet secondaire assez inattendu de certaines molécules. Certains médicaments font grossir par divers mécanismes. L'un d'entre eux est la rétention d'eau liée à la rétention de sodium, c'est-à-dire de sel. Essentiellement des corticoïdes qui sont à l'origine de cette rétention d'eau, corticoïdes que l'on prend lors de certaines manifestations inflammatoires, rhumatismales, également certaines pilules, en particulier des pilules qui contiennent de la progestérone. On observe également une prise de poids avec des médicaments bêta-bloquants que l'on utilise dans le traitement de l'hypertension artérielle ou dans certaines maladies des coronaires. On observe une mise au repos du cœur, donc on brûle moins de calories, ce qui explique une augmentation du poids au fur et à mesure du déroulement du traitement.
Un certain nombre de médicaments utilisés dans les maladies psychiatriques, antidépresseurs, médicaments des psychoses, médicaments des troubles bipolaires, conduisent à une augmentation de la prise de poids tout simplement parce que l'hormone qui modère l'appétit, la leptine, est diminuée sous l'effet de ces traitements, ce qui conduit les malades à une augmentation de leur consommation alimentaire et donc de leur prise de poids. Certains médicaments, comme l'insuline, utilisés chez les diabétiques de type 1, conduisent à une augmentation du stockage énergétique, non plus sous forme de sucre, mais sous forme de graisse. Donc, le diabète diminue, mais il y a un risque de prise de poids. L'impact de la prise de ces médicaments sur le poids des patients varie, bien sûr, selon les patients, selon le type de médicament et la durée des traitements. Il n'est pas rare d'observer une augmentation du poids de l'ordre de 10 à 15% du poids des patients. Ce qui veut dire qu'une personne qui pesait 70 kg au début d'un traitement va parfois prendre 10 kg dans la première année de traitement, en particulier lors du traitement de la dépression, de troubles bipolaires. Le malade va souvent être découragé de la prise de ce médicament. Déjà qu'il n'a pas la forme, si en plus il prend 10 kilos. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on est dans ce cas, justement ? Alors bien sûr, d'abord, on en parle à son médecin. Il y a plusieurs solutions. Soit c'est un médicament que le médecin va vous conseiller d'arrêter, si votre traitement est terminé, par exemple. Soit ce médicament est vital pour vous, donc il faut le continuer, mais il faut y associer, par exemple, un régime et de l'activité physique. Donc sur prescription. Et puis, il y a parfois des possibilités de changer de molécule, de trouver une molécule équivalente qui n'aura pas cet effet malencontreux sur vous de prise de poids. Donc, bien sûr, tout ça est dans l'échange avec le médecin. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande le livre du professeur François Chaste, « Les médicaments en sans question », et c'est aux éditions Talendier. Dans lequel vous trouverez plein d'autres informations. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Une rencontre au plus haut sommet du design entre, eh bien, tout simplement une grande enseigne de grande distribution à distance dont on taira le nom. Enfin bon, vous voyez à peu près, il y en a deux, donc c'est l'autre. Et puis, justement, un jeune designer, et ça donne une collection capsule. Non, pas un jeune designer, non, une jeune maison d'édition de design. Ah, oui, c'est donc pas la même chose. Parce qu'il y en a plein. Oui, voilà, c'est ça. Maison d'édition, c'est ceux qui fabriquent les meubles dessinés par des designers. Alors justement, il est incroyable le chemin parcouru par cette belle maison d'édition française. D'abord considérée comme une jeune petite maison. Créée en 2009 par Amélie Dupassage. Donc on dit toujours, ah ouais, en France, il y a des petites maisons d'édition. Bah, celle-là, maintenant, elle est passée du côté des grands. Elle a à peu près, je crois, 30 pays. Elle est représentée dans 30 pays dans le monde, 400 revendeurs. Elle édite des produits dessinés par des designers français, étrangers, connus, reconnus. Certains, pas du tout. Elle va aussi chercher des petits jeunes. Elle a un produit phare, je ne sais pas si vous voyez cette espèce de grand luminaire, on dirait un chapeau aérien avec des lignes. Je s'arrête de vous le retrouver. C'est le luminaire Vertigo de Constance Guisset. Ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Donc voilà. Amélie Dupassage, elle a du pif, comme on dit. Elle a remis au goût du jour le design pointu. Et puis là, cette année, elle s'est dit, tiens, on va lancer le design accessible. Donc, elle a collaboré avec cette marque de VPCistes à l'origine, vente par correspondance sur catalogue, qui maintenant a tout misé, évidemment, sur le net, mais qui a aussi ouvert des boutiques, notamment à Paris. Alors, à Paris, elles ont cette maison d'édition et cette marque de VPC, d'Internet. C'est vachement dur en fait d'expliquer les choses sans donner le nom des marques. C'est une marque de catalogue avec donc Amélie Dupassage. Et Amélie Dupassage, vous avez bien compris qu'elle était là pour rester. C'est bien. Non mais c'est bien résumé en fait. Tout le monde est là pour rester. On a envie de voir, dites-donc, on va regarder cette collection capsule. Regardez. Notre marque a toujours collaboré avec des designers plus ou moins connus, des collaborations notamment avec le prêt-à-porter qui remonte aux années 60.
Et pour la maison, il nous a semblé en tout cas important, puisque finalement nous sommes aussi éditeurs, de travailler avec des designers, alors parfois de renom et parfois un petit peu moins connus. Ça nous permet aussi de pouvoir explorer d'autres domaines, de nous donner aussi un regard différent sur le design. Parce que bien évidemment, nous avons une plateforme de marque où finalement on développe une collection qui nous est propre, qui nous ressemble. Et l'idée de travailler avec d'autres univers nous apporte énormément de fraîcheur et de nouveautés. L'ADN de notre maison d'édition, c'est de travailler toujours avec des collaborateurs extérieurs, des designers extérieurs et indépendants qu'on invite dans une direction artistique, sur une thématique, à produire des objets, des produits, une collection. Donc là, on n'a pas dérogé à la règle, simplement on s'est concentré sur un graphisme et donc on a fait appel à des designers graphiques pour venir apposer ce graphisme sur une collection générique qui était extraite du catalogue général de notre partenaire et ils ont été invités du coup à apposer chacun leur motif et en sont issus de deux collections finalement très différentes, très distinctes et très identitaires. On leur laisse une semi-carte blanche, c'est-à-dire que bien évidemment nous avons des contraintes techniques, nous avons des fournisseurs, nous devons respecter certains aspects techniques. Pour autant, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment leurs idées. Donc, ils viennent avec leurs idées, leurs propositions, et généralement, on les laisse vraiment travailler avec leur univers. Et nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment notre savoir-faire. Notre positionnement, c'est de rendre accessible ce que l'on fait, parce que si c'est pas vendu assez basiquement, c'est que ça n'a pas d'intérêt. En revanche, c'est d'essayer d'apporter quelque chose d'ambitieux dans la création. C'est vrai que ça nous intéresse, nous, de pouvoir proposer des produits abordables qui finalement vont sur des territoires pas forcément extrêmement connus, qui ne seraient pas forcément populaire, enfin je m'entends dans le mauvais sens du terme, mais au contraire populaire, c'est-à-dire démocratiser finalement des formes, des matériaux, des graphismes que finalement nos clients ne verraient pas d'habitude. Alors souvent, c'est vrai que le design, quand on rentre dans les boutiques spécialisées, on se dit, bon, c'est un certain prix, parce que ce sont des objets qui sont édités à peu d'exemplaires. Là, l'avantage, c'est qu'avec cette participation... Effectivement, il y a une plus grande distribution, donc les prix sont plus abordables. Et puis, il faut savoir quand même que dans ce magasin notamment, vous pouvez trouver des noms comme Sarah Lavoine, Serge Ben Simon et toute son équipe, Sam Baron, qui sont des designers ou des créateurs qui ont pignon sur rue, comme on dit. Et c'est vrai que... Ah, regardez, voilà votre... le best-seller de cette maison d'édition, c'est Constance Bisset et Vertigo, cette fameuse lampe Vertigo que vous avez partout, qui d'ailleurs privilège des grands et copié. Donc faites attention quand aussi vous achetez, il peut y avoir des faux Vertigo, tout à fait. Donc en fait, il faut quand même faire attention, justement. Et ça veut dire que cette maison d'édition dont je parlais, qui a été créée par Amélie Dupassage, eh bien, elle a réussi son pari, puisque maintenant, les objets de sa collection sont copiés. Bref, on leur souhaite à tous une belle route. Je trouve que c'est très bien de rendre le design accessible, parce que c'est une forme de culture, et une forme de culture made in France, puisqu'on a des designers incroyables, et des maisons d'édition incroyables. Cocorico, cocorico. Alors, comme son habitude, Julia aime bien nous présenter des artistes sur la toile. Et là, vous allez voir, il est question d'environnement et de sirènes. Pourquoi les sirènes ? Exactement. C'est cet artiste qui s'appelle Benjamin Van Wank, regardez, qui a représenté ces sirènes. Elles sont réalisées, que ce soit la queue de la sirène ou le reste autour, réalisé uniquement à base de plastique récupéré dans la mer. En fait, vous savez qu'on est très préoccupé, évidemment, au niveau de l'écologie et de l'environnement par ce 7e continent plastique, cette espèce d'immense plaque qui est dans le Pacifique, grosse comme 6 fois la France, donc c'est quand même très, très, très impressionnant. Et bien, pour sensibiliser à ce projet, il a réalisé ses photos, ses créations. Vraiment, l'idée, c'est d'agir à son échelle, de transmettre un message. Il a utilisé des dizaines de milliers de bouteilles et il a relayé ses photos, ses images sur les réseaux sociaux. Donc, utiliser son art, la photo et les réseaux sociaux pour sensibiliser à cette cause. Et vous êtes assorti à la sirène, vous avez vu, vous avez les mêmes couleurs que la sirène. Exactement, les bleus, les verts.
Bah, en c'est très plastique. tendance, Donc hein. là, ça c'est magnifique. Voilà. Je dis bravo. On va s'intéresser maintenant à la science avec Laurence Beauvillard. Pourquoi? Elle nous a découvert un robot. Alors dites oui, les robots on les connaît, non. Celui-là, il s'appelle Pepper. Et c'est un robot qui a priori n'a pas d'utilité. Il n'est pas là pour porter vos courses, etc. Non, c'est votre compagnon. Il discute, il regarde votre forme de visage. Ils ont fait ça avec des psychanalystes, des ingénieurs, des informaticiens, tout ce qu'on veut. Et alors le résultat, bah, c'est qu'il est presque humain. Vous l'aurez remarqué, je suis un robot humanoïde. J'ai été créé pour interagir avec les humains et améliorer leur quotidien. Je m'entraîne encore à comprendre vos émotions, mais je sais déjà analyser vos expressions. Je peux aussi reconnaître les signes de joie ou de tristesse dans votre voix. Pepper sera peut-être votre nouvel ami, peut-être même qu'il sera votre meilleur nouvel ami. Les concepteurs l'ont façonné pour qu'il soit le plus sympathique possible. Un petit sourire, des grands yeux, des grandes oreilles pour montrer qu'il est à l'écoute, et puis des formes tout en rondeur, pas de couleurs trop vives. Voilà, tout ça fait que, au premier coup d'œil, en général, les gens sont séduits et ont envie d'en savoir plus. Ils ont envie de s'en approcher. Quel produit recherches-tu? Ah, je recherche une machine à café. Une machine à café. Avance dans cette direction, puis tourne à droite au bout de l'allée. Tu arriveras au milieu du rayon des captures. En France, ces robots sont déjà dans certaines entreprises ou dans des centres commerciaux. Leur tâche, c'est l'accueil du public. Pepper est aussi au Japon depuis plus d'1 an. Près de 7000 familles japonaises ont déjà adopté ce robot compagnon. Ce qui amuse les Japonais n'est pas exactement ce qui amuse les Français et les Européens. Donc il y a, oui, le niveau On dirait applicatif. que je me suis encore trompée. Le niveau applicatif est différent. Donc pas identique. Exactement. Tu as toujours raison. C'est bien agréable d'avoir raison. Qui est-ce qui écrit ces dialogues? On a une équipe qu'on appelle les linguistes qui imagine tous ces dialogues-là. Et toute l'astuce des linguistes, bah, c'est d'envisager toutes ces répliques, leur enchaînement, les différents mots qu'on peut utiliser pour un même concept. C'est une nouvelle profession, en fait, dialoguiste de robots, qu'on a dû développer pour que ces robots soient toujours plus agréables et plus faciles à utiliser. Un des efforts que nous avons fait dans cette société, c'est de créer du lien entre les robots et les gens. Enchanté. Et on parle parfois même de robots émotionnels, parce qu'on va s'adresser à quelque chose d'affectif dans la relation qu'on veut créer avec ces objets-là. Tu as réponse à tout, hein? Pas à tout, mais j'essaie de te comprendre. Et c'est difficile? Avec quelques efforts, ça va le faire. Il y aura forcément un phénomène d'attachement. Il va falloir que le robot sache garder ses distances. Et donc, notamment, une des choses qu'on avait imaginées pour les personnes âgées qui pourraient bénéficier de l'assistance d'un robot au quotidien, pour éviter qu'il y ait un attachement unique qui se fasse sur le robot lui-même pourrait dire « Ah, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on appelle tes enfants? Est-ce qu'on pourrait donner de tes nouvelles au médecin ?» Le rôle du robot lui-même, ça sera de prendre des distances de temps en temps avec son utilisateur. Chacun va en faire ce qu'il veut de son robot. De la même façon que votre téléphone portable, c'est vous qui mettez les applications que vous voulez dessus. Le robot, vous allez lui donner une place, vous allez lui donner un rôle. Et dans votre famille, il n'aura pas le même rôle que dans une autre. Prochainement, Pepper sera accessible au grand public au prix d'à peu près 10 000 €. Certains psychiatres s'inquiètent de l'attachement que nous pourrons leur porter. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, eux ne sont pas capables de véritablement nous aimer. Oh là 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 là, ça fait un peu froid dans le dos quand même, Frédéric. Évidemment, je vous fais un petit peu bisquer, mais vous voyez, c'est par souci de professionnalisme. Je ne veux pas vous mettre du pain dans la bouche, sinon vous allez être. Bah oui, je ne en vais pas pouvoir difficulté par articuler. rapport à cette On vient démocratie. d'entendre Jo, si je ne m'abuse, en régie, c'est Oui, bien ça? C'est Jo. exactement. Bah oui, parce que cette année 2016 est terrible. On a perdu encore 2 vedettes hier. D'abord, Claude Jansac, inoubliable épouse de Louis de Funès à l'écran. C'est dans tous les journaux. Vous voyez, Le Parisien, Aujourd'hui en France, Le Figaro, Libération, etc. Au départ, elle était tragédienne. Elle a commencé en jouant Jeanne d'Arc avant de se reconvertir dans le théâtre de boulevard. Et puis donc, la rencontre avec De Funès va faire son succès. En même temps, le problème quand on a un rôle aussi marquant, c'est qu'elle ne pouvait plus jouer grand-chose d'autre. Elle était enfermée. Ah oui, comme elle le dit elle-même, hein, c'est le problème d'Angélique Marquise des Anges avec Michel Mercier. Et puis, alors pour la petite histoire, il paraît que la femme de Louis de Funès était très jalouse et Claude Jansac n'était pas intéressé par Louis de Funès. Vraiment, il lui faisait rien. Et donc, la femme de Louis de Funès, la vraie femme, avait dit d'accord, ce sera elle. Vous ne saviez pas ça, hein? Eh oui, non, je ne savais pas. Et ben voilà. Alors, même problème pour Carrie Fisher d'être enfermée dans un seul rôle.
la princesse Leia de la Guerre des Étoiles. Là aussi, c'est dans tous les journaux. Les articles donnent la liste des nombreux rôles qu'elle a aussi incarnés à l'écran, mais dont personne ne se souvient, il faut bien le dire. Tellement ils ont tous été éclipsés par celui de la princesse, à part un rôle dans les Blues Brothers, peut-être que vous vous en souvenez. Alors elle travaillait aussi beaucoup à des scénarios de films hollywoodiens. Par exemple, elle avait participé à l'écriture de L'Arme Fatale 3, ce que j'ignorais. Claude Jansac et Carrie Fisher avaient donc respectivement 89 et 60 ans. Dans le cinéma toujours, article étonnant dans Les Échos qui nous apprennent que là aussi, dans le cinéma, il y a en ce moment une grande offensive de la Chine. Oui, partout. Le gouvernement chinois, en plus de nous vendre à peu près tous les objets possibles et imaginables, voudrait aussi nous vendre son cinéma parce que comme justement, on leur achète beaucoup de choses depuis 30 ans, ça fait qu'ils ont beaucoup d'argent et devenir une puissance du cinéma, qu'ils peuvent financer, aurait des avantages politiques. Ça s'appelle le soft power, le pouvoir doux, nous rappelle l'article. C'est-à-dire que le cinéma impose, mine de rien, des valeurs culturelles au monde entier. Les Américains savent très bien faire ça, la diffusent. culture. Alors reste à savoir si le cinéma chinois sera aussi sexiste que le cinéma américain. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra ça. Vous savez, ça peut être aussi une question d'époque, parce que ça peut être effectivement le 21e siècle. Article dans Les Échos. D'autant plus que figurez-vous que tout fout le camp, même la baguette française. Alors on en a ici, mais elle peut être désormais asiatique. Regardez Libération. Libération nous parle de cette chaîne de boulangerie, enfin c'est une chaîne, bien sûr, de boulangerie qui jusqu'ici n'existait pas en France, mais la firme coréenne qui les exploite déjà un peu partout en Asie a désormais 2 magasins à Paris. C'est-à-dire que la baguette coréenne arrive à Paris. Libération a testé, la baguette est moyenne, disent-ils. Mais les viennoiseries, pas mal. Ils sont pas chauvins, les gars. Non, parce qu'ils disent que les viennoiseries sont pas mal. Ils disent que la baguette est pas terrible, un peu mollasse. Mais c'est bien le boulanger meilleur ouvrier de France. Il doit faire des bons devant sa télé. On le salue. C'est le fast-food de la boulangerie, évidemment. Alors, en plus, c'est propre, même les toilettes, ce qui, dans un café parisien, est quand même une sorte d'exploit. Article dans Libération sur 2 pages. Parce que c'est pas une boulangerie, on peut y prendre un petit café. Oui, c'est salon de thé. Justement, c'est pas mal, ça aussi. Et ils disent que les pâtisseries sont pas mal. Donc voilà, Paris Baguette. Enfin, je sais pas, c'est pas l'accent coréen, je pense. Je passe maintenant à d'autres objets de curiosité. C'est la couverture du Parisien aujourd'hui en France. La caverne d'Ali Baba du président, titre le journal, qui est allé s'intéresser à des cadeaux que les pays étrangers offrent au président de la République française. Voyez ce magnifique fauteuil zèbre d'un goût que je ne qualifierais pas. Non, parce que je pense qu'au contraire, c'est très design, ça. C'est très, oui. C'est un objet qui vous pose dans le salon. Écoutez, faites-vous plaisir, c'est sud-africain. Voilà. Un jour, François Hollande a même reçu un dromadaire. Alors, il n'y peut rien, le pauvre, c'est la tradition diplomatique qui est comme ça. Heureusement, le président ne garde pas pour lui-même ce qu'on lui offre. On se demande bien ce qu'il ferait de tous ces trucs et machins. Vous vous souvenez peut-être de sa tenue traditionnelle kazakh. La chapka. Non, mais en plus, il faut la mettre pour être poli. C'est pas facile. Ouais, mais on n'est pas obligé non plus à un moment donné, on peut. Mais non, mais protocole. Non, il est obligé. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, François Mitterrand avait aussi des tenues africaines ou Jacques Chirac, des paréos et des colliers de fleurs. Je termine toujours avec une certaine idée du goût et du raffinement. Article dans Le Parisien également. Une artiste australienne s'amuse. Alors là, c'est d'autres objets, c'est des poupées. Elle s'amuse, cette artiste, avec son blog, à prendre en photo des poupées qu'on offre aux petites filles, les vraies, vous voyez à gauche, et qui sont souvent maquillées comme des travestis en fin de soirée. Vous voyez la photo. Elle prend les poupées, elle efface la peinture et elle leur redessine un visage normal. Photo juste à côté. Pour prouver qu'on peut être jolie sans être forcément peinturlurée. Et même plus jolie. Ouais, après ça dépend des goûts, mais c'est vrai que. Oh, si, quand même, là. Donc. Ou alors vous avez des goûts particuliers. À gauche, ça fait quand même bois de Boulogne à 5h du matin, il faut bien le dire. Donc, toutes les coordonnées de l'article dans Le Parisien aujourd'hui en France, on peut même les acheter sur le blog de la je vais y aller de ce pas. Beaucoup, évidemment, d'hommages par rapport à Carrie Fisher et à Claude Jansac, c'est ça, Julia ? Oui, exactement. Alors, par exemple, vous savez, le web, là, ce matin, les réseaux sociaux, tout ça, ont été envahis vraiment par les réactions parce que Carrie Fisher, pour démarrer, elle a beaucoup marqué les femmes et les petites filles de l'époque. C'était un personnage, à l'époque, un des premiers rôles féminins de princesse, mais héroïque. Vous voyez, elle n'était pas dans un second rôle de princesse, elle devient vraiment une guerrière. Et donc, du coup, elle a beaucoup marqué. Et donc, des internautes anonymes vont sur les réseaux sociaux publier des photos d'eux, enfants, déguisés en princesse Leila. Et ça, c'est vraiment une invasion sur le web d'hommages. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, comme vous le disiez dans la revue de presse, qu'elle a évidemment marqué par ce rôle, mais qu'elle a fait aussi énormément de choses dans le cinéma, notamment derrière la caméra. Et puis ce second rôle dont on avait beaucoup parlé à l'époque, vous vous rappelez de ce film Quand Harry rencontre Sally, qui est quand même un grand classique. Elle a ce rôle, cette fameuse scène où chacun est au téléphone avec l'un des deux héros. Et bien c'est Carrie Fisher qui joue le rôle de l'amie de Sally. Et puis on va trouver aussi évidemment
Beaucoup de choses sur Claude Jansac. J'ai un problème avec ma page internet. Je ne pourrais pas vous montrer la vidéo, je suis désolée. Mais c'est pas grave parce qu'on sait que le cœur y est. J'ai été envahie par une pub. J'avais des cas, très très beaux moments et voilà, je ne peux pas vous la montrer. On le remontrera. Et en tout cas, nous, Claude Jansac, eh bien, elle est dans notre cœur. Ça, c'est une chose. C'est le planté de bâton. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Et oui, avec Marie-Dominique Perrin, c'est pas les bronzés, parce que mais c'est le planté du bâton, parce que nous allons aller dans la région des montagnes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que peut-être si vous avez de la chance, vous avez un peu de neige, et puis si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas un peu de neige, mais vous avez un cadre absolument fabuleux. Oui. Parce qu'en ce moment, la neige, elle se fait Oui. un petit peu désirer. C'est pour ça que j'ai dit, cela dit, si vous allez du côté d'Isola, moi j'y étais la semaine dernière, on a eu plein de neige. Ah oui, mais il faut monter haut et il faut aller plutôt dans le sud. Voilà, alors à défaut de neige, je vous propose ce matin un hiver tout en couleurs. Et j'ai envie de vous dévoiler des adresses. La première, elle est du côté de Pontarlier, c'est Autrive-la-Fraisse. Et là, c'est pour, s'il n'y a pas de neige, on peut toujours aller faire de la randonnée à cheval sur la frontière franco-suisse et logé dans une petite maison de douanier qui a été restaurée. Oui, avec le mobilier de l'époque, des objets de l'époque. On adore le passé et surtout, on y mange délicieusement bien. C'est vraiment de la très grande cuisine et si on en a marre de randonnée, on peut aussi faire des stages d'aquarelle. La deuxième adresse, elle est à Haute-Luce, au regard du Mont Blanc. Alors on va aller sur la carte. Ok. Haute-Luce, c'est près de la station des Saisies, c'est sur le col des Saisies. Là, c'est un magnifique village, un magnifique gîte. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce gîte. Il peut accueillir 15 personnes. Ouais. Et ensuite, dernière adresse, on va toujours dans les montagnes du Jura. Ouais. On va dans le Jura cette fois. Et là, c'est une maison qui reprend aux rousses tous les codes de l'artisanat local. Super, voilà. On est parti. Sur les plateaux du Haut-Doubs, Christiane Collin est une pionnière. 38 ans déjà qu'elle reçoit ses hôtes dans l'univers d'Heidi, au pays des douaniers. Je suis en pleine campagne, à 500 mètres de la frontière suisse. Mon pays, j'ai toujours vécu en altitude et en plus dans une maison de douane, puisque mon père était garde-frontière. Et là, c'était une ancienne caserne de douaniers. Tout mon décor dépend de la nature. Les branches entrent dans ma maison. Je décore avec tout ce qui rappelle la Suisse, les couvertures de l'armée suisse par exemple. Dans les chambres, il y a également des meubles franc-comtois, les lits bateaux, beaucoup de bois. J'adore les oiseaux, je les nourris aussi, surtout à cette période. Ça m'apporte beaucoup, c'est vivant, c'est ma compagnie. Je suis dans mon jus. Sa réputation de cuisinière, qui s'est frottée au savoir-faire des grands chefs, n'est plus à faire. Quant au stage d'aquarelle, les pieds dans la neige, ça change de la raquette et du ski de fond. Entre les Saisies et Haute-Luce, un vieux chalet attendait Fabienne pour combler tous ses vœux. J'ai été happée par la nature. On a une vue sur toutes les montagnes et avec en prime le Mont Blanc avec un coucher de soleil tout rose. Ici, c'était un centre de vacances et puis on a fait des travaux et donc maintenant, c'est un gîte pour 15 personnes. Côté déco, je me suis éclatée. J'ai pu faire des lampes avec des troncs séchés, des têtes de lit en bois. Chaque chambre a un thème. J'en ai une qui s'appelle Neige, donc qui est dans une tonalité très douce, de blanc, de gris pâle, de beige, avec une mention spéciale pour la baignoire avec vue sur le Mont Blanc. Il y en a une sur l'alpage, sur les fleurs de la montagne. Et une chambre donc, que j'ai appelée Air Libre, qui est face au Mont Blanc, où on se sent à la fois dedans, dehors. Au cœur des Rousses, la station emblématique du Jura, Sandrine et son mari sont des passionnés de leur terroir, de ses paysages et de son artisanat. Les Béluises, c'est les myrtilles en patois jurassien. C'était un hôtel depuis les années 1800 qui a été abandonné de 2005 à 2011. Au Béluises, côté couleur, ça pétille. La Morésienne pour faire un petit clin d'œil à Morée, capitale de la lunette depuis 50 ans. L'univers des marguerites, c'est vraiment un clin d'œil aux vaches
qui sont très très présentes dans le Jura et que je trouve très mignonnes. Cocktail détonnant de verre et de vintage pour celle-ci, et tout bois tout orange pour la suivante. Le bois, en fait, on l'a retranscrit de différentes manières dans cette chambre, par le tavaillon, qui est vraiment l'identité jurassienne. En fait, on a harmonisé la chambre avec différents tissus de couleur orange pour donner un petit côté chaleureux et gai. Cerise sur le gâteau, la déco des salles d'eau. Rien n'est cher dans ma déco. C'est des articles qui ont été chinés, trouvés sur Internet, recyclés et travaillés aussi avec des artisans locaux. Voilà, au moins, si vous n'êtes pas parti en vacances, vous êtes un petit peu parti grâce à Marie-Dominique Perrin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et puis surtout, n'oubliez pas, on recommence demain.